Reprenons nos travaux. Monsieur Marcil, je vous souhaite la bienvenue à l'Assemblée nationale. Je vais vous demander de vous présenter et vous allez disposer d'un temps de 10 minutes. Et par la suite, suivra un échange avec les groupes parlementaires. Donc, la parole est à vous, Monsieur Marcil. Parfait. Merci de me recevoir et de m'entendre surtout cet après-midi. Donc, mon nom est Yannick Marcil, je suis économiste. Je travaille comme économiste de façon indépendante et l'une de mes spécialités est l'économie des arts et de la culture. C'est donc à ce titre que je suis ici aujourd'hui pour vous donner mon avis sur cette réglementation éventuelle. Donc, comme économiste des arts et de la culture, je base mon analyse sur 3 grands principes dans le cas qui nous occupe. Premièrement, le livre n'est pas une marchandise comme les autres et donc doit être analysé en conséquence. Les libraires ne sont pas non plus des commerçants comme les autres et donc on doit également analyser leur rôle et leur place en conséquence. Ils sont des acteurs culturels avant d'être des commerçants. Et troisièmement, l'objectif du développement d'un secteur culturel devrait être d'assurer sa plus grande diversité, quel que soit le secteur. Et donc, ça s'applique évidemment à ce que j'appelle l'écosystème du livre. Donc, mon postulat est que cette politique de réglementation du prix du livre devrait assurer la diversité de l'offre et le nombre des acteurs culturels que sont les librairies, qui sont des agents de transmission de la culture québécoise. Si on n'est pas capable de faire la démonstration qu'une telle politique assurerait cette diversité et la pérennité de cette diversité, elle ne serait donc pas justifiée. Dans un premier temps, il importe de rappeler que la tendance de nos économies contemporaines est à la concentration industrielle dans à peu près tous les secteurs. Plus une économie ou un secteur est laissé à son libre développement, plus il y a une forte concentration, et c'est évidemment le cas de la librairie. Pour vous donner à titre d'exemple, je vais prendre celui des États-Unis, où les 4 plus grands joueurs, donc les 4 plus grandes chaînes de librairies aux États-Unis, occupaient 41% du marché en 92. Aujourd'hui, c'est près de 75% qu'occupent ces 4 grandes chaînes, donc les 4 plus grands joueurs aux États-Unis. Donc une concentration rapide des grands joueurs dans l'industrie. Et c'est vrai de tous les commerces de détail, en l'occurrence. La réglementation du prix du livre devrait donc viser à atténuer cette tendance naturelle. C'est une structure qui est naturelle dans nos économies contemporaines. Et en l'occurrence, vous l'avez entendu à de nombreuses reprises, les librairies au Québec ferment leurs portes l'une après l'autre et cette tendance ne fait que s'accélérer. Depuis 2001, il y a eu un résultat net, c'est-à-dire lorsqu'on soustrait le nombre d'ouvertures à celle des fermetures de librairies, et j'inclus là-dedans les succursales de chaînes, telles Renaud-Bré, 18. On a eu une perte de 18 librairies au Québec. Ça peut paraître peu, mais sur environ 300 points de vente, c'est quand même relativement substantiel. Ce qui est encore plus spectaculaire et grave, c'est qu'au cours des 5 dernières années seulement, il y a eu 5 ouvertures de librairies pour 27 fermetures de librairies. Donc, il y a, dans la dynamique même de l'écosystème du livre, de grandes fragilités actuellement. Et je prétends que la réglementation sur le prix neuf du livre, telle qu'elle est proposée de façon consensuelle par l'industrie, permettrait de freiner cette érosion et cette fragilité dans l'ensemble de l'écosystème. Comment cette réglementation permettrait de le faire? Ça aussi, vous avez entendu, je pense, ces arguments, et mes prédécesseurs vous en parlaient. Comme vous le savez, les best-sellers permettent la viabilité économique des librairies, car ce sont des ventes automatiques qui nécessitent peu d'efforts et d'expertise de la part des libraires. C'est la raison pour laquelle ils se vendent en grande surface. Et donc financent en quelque sorte l'activité du libraire comme acteur culturel. À cet égard, je considère, d'un point de vue strictement économique, donc d'un point de vue d'économie industrielle, que les grandes surfaces, en ne vendant que des best-sellers à rabais, concurrencent de manière déloyale les librairies dans leur ensemble. Et quand je parle de librairies, dans l'ensemble de mon propos, je parle de toutes les librairies, y compris les librairies à succursales, et non pas uniquement les librairies indépendantes. À cet égard, j'ai
colligé quelques informations sur la perte de part de vente des best-sellers par des librairies, et j'en donne dans mon mémoire un exemple typique, en quelque sorte, d'une librairie dans un centre commercial qui vendait donc dont les ventes du top 50, donc les 50 meilleures ventes sur l'ensemble de leur vente totale de livres, uniquement de livres, on ne parle pas de babioles ou de papeterie qui pourraient aller à côté, était de 14%. Donc les 50 meilleurs livres, les 50 meilleures ventes faisaient plus de 14% des ventes en 2004. En 2012, donc moins de 10 ans plus tard, c'est près de la moitié moins. C'est 7,8% des ventes des best-sellers qui font sur l'ensemble des ventes totales de ces librairies indépendantes, de ces librairies en général. C'est encore plus dramatique pour le top 5. Donc, les super best-sellers occupent une part des ventes qui a diminué de façon encore plus drastique depuis 2004 dans le cas de la plupart des librairies. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque ce sont ces ventes-là, comme on vous l'a expliqué à bien des reprises, qui financent l'ensemble de la rentabilité de la librairie, ben, pour la plupart des librairies, c'est une fragilité supplémentaire de leur rentabilité qui, en fait, est presque nulle pour la plupart d'entre elles, à 0,84% dans l'ensemble du Québec. Ça peut paraître paradoxal, mais dans ce contexte, donc dans un contexte où je prétends qu'on doit préserver la diversité, donc une plus grande concurrence possible entre les librairies, j'ai la prétention de croire que une réglementation sur le prix neuf du livre tel qu'elle est proposée par l'ensemble du milieu ou presque, agirait en quelque sorte comme une loi antitrust. Son effet final, évidemment pas ses moyens, mais son effet final serait l'équivalent d'une loi antitrust, lesquelles lois antitrust sont bien entendu tout à fait légitimées dans nos sociétés libérales depuis toujours. C'est donc pour moi légitime de la part de l'État d'intervenir de cette manière-là, car les exemples, notamment allemands et français, dont on vous a parlé à plusieurs reprises, démontrent qu'elles permettent de conserver une plus grande diversité dans l'écosystème du livre. Donc, cette politique, pour moi, permettra de consolider l'ensemble de l'écosystème, de l'auteur au lecteur, la librairie étant le pivot de cette chaîne-là, de cet écosystème-là. Donc, il ne s'agit pas que de sauvegarder les librairies pour le plaisir de le faire, mais bien de consolider l'ensemble de l'offre de littérature et de travaux de l'esprit du Québec pour les Québécois, pour à la fois des raisons de structure industrielle dont j'ai parlé et de marché, mais aussi culturelles, car en maintenant ou en préservant cette multiplicité d'acteurs dans toutes les régions du Québec, c'est aussi l'ensemble du tissu culturel, social et politique du Québec qu'on se permet de raffermir. Je me permets de répéter qu'à mon sens, la librairie n'est pas un commerçant, n'est pas qu'un commerçant, plutôt, mais bien un acteur culturel. Dans une librairie, mes prédécesseurs vous en ont raconté des exemples. On peut assister à des débats, à des conférences d'auteurs reliées autour d'un livre, que ce soit sur l'avenir de l'éducation, les institutions politiques du Québec ou de grands enjeux contemporains, tout autant qu'entendre des lectures de poésie. Je ne crois pas que chez Costco ou Walmart, on entende beaucoup de lectures de poésie. De plus, le libraire est l'agent privilégié de concert avec le bibliothécaire qui permet, et d'autres acteurs bien sûr dans l'ensemble de la société, qui permet de faire découvrir le nouvel auteur, le jeune auteur qui sera la prochaine romancière qui remplacera Marie Laberge dans le futur et qui se retrouvera sur les tablettes des grandes surfaces. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Marcil, pour cette contribution. Maintenant, débutent les échanges entre vous et les parlementaires avec Monsieur le ministre. Monsieur le député de Saint-Hyacinthe? Oui, merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur Marcil. Merci. Alors, vous signez, c'est important votre présentation aussi, la connaissance du milieu et tout ça. Je pense que c'est important pour nous d'avoir un éclairage de votre point de vue. Et bien sûr, hier, il y a des gens qui nous disaient qu'il y avait une escompte pour les librairies agréées, qu'il y aurait une escompte là, appliquée aux librairies agréées par les éditeurs. La marge que cette escompte leur donne leur permet-elle d'offrir des best-sellers au prix des grandes surfaces? La réponse est
Oui, cela existe. Ça existe? Le problème, c'est que c'est une pratique qui est, comment dirais-je, suicidaire en quelque sorte, parce que les librairies qui se permettent de faire ça vont de toute façon gruger dans leur propre marge de profit nette à la fin de la journée. Je pense que ce qui est important de souligner, c'est, et j'entendais un peu vos discussions tout à l'heure, une réglementation comme celle-là ne vise pas à interdire la vente de livres dans d'autres endroits que la librairie. Et je suis d'accord d'ailleurs qu'on doit en voir partout, y compris dans les pharmacies, partout. L'idée, c'est que tout le monde joue avec les mêmes règles du jeu. Je pense que c'est aussi simple que ça. C'est que tout le monde puisse se développer. Et tant mieux s'il y a des Marie Laberge qui se vendent chez Costco. J'en serai le premier avis pour elle et pour la littérature québécoise. L'idée, c'est que cette réglementation-là est une mesure que je considère, le mot est peut-être fort, d'urgence pour s'assurer de stopper l'hémorragie de la fermeture des librairies, particulièrement en région. Je dis particulièrement en région parce qu'elles me paraissent plus précieuses et essentielles en région. Et donc que ça n'empêche pas de diffuser le livre de 1000 autres façons et dans 1000 autres lieux, simplement avec les mêmes règles du jeu. Merci. À la fin de votre mémoire, vous m'avez formulé des recommandations pour relever le défi de l'écosystème du livre après la réglementation. Si vous deviez les mettre par ordre de priorité, quelles seraient les recommandations les plus importantes à mettre en œuvre en priorité? Premièrement, en amont de cela, je pense qu'il est important de dire que une telle réglementation ne serait pas une panacée, ça ne serait pas un remède miracle qui sauverait l'ensemble du milieu du livre au Québec. Loin s'en faut. Je crois qu'on a des défis énormes à relever comme société, donc vraiment comme société, non pas uniquement pour le milieu du livre. Et la priorité numéro 1 pour moi, non pas seulement pour le milieu du livre, mais pour l'ensemble du Québec, c'est le problème de littératie. Je pense que le problème d'analphabétisme fonctionnel et de sous-littératie au Québec, c'est le problème numéro 1 auquel on devrait s'adresser, et donc pas uniquement le milieu du livre, mais l'ensemble des acteurs communautaires, politiques et sociaux du Québec. C'est en amont d'une société beaucoup plus juste, d'une démocratie beaucoup plus saine, et c'est bien sûr aussi un prérequis pour le développement d'une littérature nationale et d'une vie culturelle pour l'ensemble du Québec. Ce serait pour moi la priorité numéro 1. La deuxième chantier qu'il faudrait mettre de l'avant, et je pense que vous l'avez entendu beaucoup, c'est la question du livre numérique. Nous sommes au Québec, je pense, très inventifs dans l'industrie du livre en général. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne soit pas dans le livre numérique, et on l'est déjà. Cela étant dit, c'est une mutation qui prend tout le monde un peu de court, malgré qu'elle commence à être relativement familière à bon nombre d'entre nous. Au point de vue strictement économique, ou au point de vue marchand même, on ne sait pas trop quoi en faire. On y va par essai et erreur un peu partout. Je pense que là aussi, il y a des réflexions à faire. Je ne vois pas nécessairement l'État avoir un rôle interventionniste dans ce dossier-là, un rôle de conciliation, d'écoute, bien sûr, mais je pense que le milieu doit se secouer les puces un peu, si vous me permettez l'expression, pour faire face aux défis du livre numérique. Ce serait pour moi les deux éléments principaux à mettre de l'avant dans l'avenir. Monsieur Marcil, Monsieur le député de Saint-Hyacinthe, est-ce que ça complète de votre côté? Une autre question, allez-y, vous avez amplement le temps. Vous parlez des problèmes de littératie, qui est une priorité. J'imagine que, d'après votre expérience, votre expertise, vous connaissez des moyens ou des façons qui pourraient nous amener à... Bien sûr, j'ai toutes les solutions miracles sont là-dedans, je vais vous les donner dans tout cas. Mais évidemment, c'est un problème hyper complexe, comme on le sait tous. On ne peut pas changer... On ne peut pas tourner ce problème-là sur une scène du jour au lendemain. C'est vraiment très complexe. Je vais m'en tenir ici, au rôle du libraire là-dedans, parce que je pense que c'est important de le dire. Et je vais partir de l'anecdote. Donc, je fais un très mauvais économiste de moi-même. J'habite à Montréal, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, qui, comme vous le savez, est un quartier relativement défavorisé à tout point de vue, y compris en termes de nombre de librairies, c'est-à-dire qu'il y en a 0. Il y en avait une, toutefois, une petite librairie qui a dû fermer ses portes, comme bien d'autres, qui avait la caractéristique de proposer tous les dimanches des sessions d'initiation à la lecture. Un dimanche sur deux, c'était les aînés, l'autre dimanche sur deux, c'était les jeunes. C'est pas grand-chose comme initiative, mais ça démontre, moi, je pense que
la librairie comme acteur culturel a ce rôle-là et peut jouer ce rôle-là et en fait a envie de jouer ce rôle-là. On parlait des débats chez Olivieri tout à l'heure. Je pense que c'est un peu ce même genre d'activités qui nous permettent de donner plus accès et plus envie à la lecture pour l'ensemble des Québécois. Encore une fois, c'est pas que ça qu'il faut faire. Ce ne sont pas que les libraires qui vont sauver le monde, ni le Québec. C'est un élément clé, cependant, dans l'ensemble de ces politiques et de ces démarches communes que nous avons. Monsieur le député de Bonaventure. Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur Marcel. Dans vos recommandations, au point 3, vous dites que, à la fin du paragraphe, une stratégie réfléchie pour tous les acteurs de l'écosystème devrait là aussi être à l'agenda. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je n'ai pas lu le paragraphe complet, là, mais le point 3 de la page 20. Ben, c'est un peu ce que je viens de dire, en fait, à propos... en fait, je vais l'étendre. Je parle ici de la concurrence du web, de la vente en ligne. Nos librairies au Québec sont là très proactives par rapport à l'arrivée, ont été et le continuent à l'être par rapport à l'arrivée de la vente en ligne. Vous connaissez bien sûr, on vous en a parlé en long et en large de l'initiative de Rue des libraires, entre autres, ou de la vente en ligne par les grandes chaînes, bien sûr. Je pense néanmoins que il y a une mesure, on devrait appliquer une telle réglementation à la vente en ligne de façon à tout le moins temporaire, parce qu'on cela étant dit, je dis à tout le moins de manière temporaire, parce qu'on ne peut pas se battre contre une machine aussi forte, contre un mouvement aussi fort. Donner le temps aux librairies, que ce soit encore une fois les chaînes ou les librairies indépendantes, de se positionner par rapport à la vente en ligne, de se distinguer par rapport à la vente en ligne, et de le faire de façon intelligente, distinctive, et qui soit au bénéfice de tous, et non pas de façon uniquement protectionniste. Je pense qu'il y a une mesure qui pourrait paraître un peu protectionniste à court terme, mais qui pourrait être établie sans que ce soit ad vitam aeternam pour permettre à cette industrie, à l'ensemble des joueurs, de faire leur devoir et de se positionner correctement dans cette mouvance mondiale. Et je me permets de mentionner que cette concurrence, donc des Amazones de ce monde, tout le monde la vit évidemment sur la planète. Ça peut paraître une évidence, mais lorsqu'on compare d'autres expériences de réglementation du prix, par exemple, bien sûr, les cas célèbres de la France et de l'Allemagne, et où on voit qu'il y a des effets positifs à cette réglementation-là, indéniables, mais eux aussi font face à la concurrence, comme en Angleterre, aux États-Unis, de l'Internet. Et malgré cette concurrence-là, ils se portent mieux. Donc, ils n'ont pas bloqué la concurrence, ils n'ont pas fermé leurs portes nécessairement à l'étranger ou à la vente en ligne, et ils survivent tout de même comme librairie ayant pignon sur rue, grâce à une réglementation similaire. Merci. Complète du côté gouvernemental? Oui. Merci. Madame la porte-parole, députée de l'Acadie. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais, vous l'avez dit, mais ça passait vite, vous réentendre sur cette question de la diminution. Là, vous avez parlé des best-sellers et des super best-sellers, que, si j'ai bien compris, les librairies indépendantes vendaient en 2004 14%. 14% des ventes représentaient les best-sellers. Oui, c'est. Ensuite, on est passé à 7,8% en 2012, donc c'est assez important par 2004 à 2012. Vous n'avez probablement pas de données pour 2013, mais on va dire possiblement que ça a encore diminué. Et ce que vous constatez, c'est que ces pourcentages-là se sont déplacés vers les... c'est un peu les questions que j'ai posées tout à l'heure aux gens de la librairie Olivieri. C'est vers les grandes surfaces? Oui. C'est très difficile à déterminer quelle portion s'est déplacée vers les grandes surfaces. Ce n'est certainement pas la totalité. Donc, une partie, par exemple, qui est allée vers l'Internet, vers Amazon, nommons-là. Donc, il y a une portion qui est due à l'Internet et il y a une portion qui est due aux grandes surfaces. Ce n'est pas que les grandes surfaces qui causent cette chute-là. Il reste que si les grandes surfaces et les pharmacies et tout le monde jouent sur le même pied d'égalité, on va annuler la portion qui est attribuable aux grandes surfaces dans cette chute-là. Qu'est-ce que vous qualifiez comme étant un super best-seller? On a en tête Harry Potter, là. C'est tout simplement les 5 livres les plus vendus dans l'année pour la librairie.
Les 5 titres. Les best-sellers, en général, c'est les 50 titres les plus vendus. Et les super best-sellers, c'est les 5 premiers titres de ces 50 titres-là. Étiez-vous là lorsque le Conseil québécois du commerce de détail a fait sa présentation? Étiez-vous arrivé? Connaissance. Est-ce que vous avez été surpris de ce changement d'opinion du Conseil québécois du théâtre? Pourquoi l'aurait jeté? Par ce changement? Pourquoi l'aurait jeté? Ben, parce que je pense que ce qu'ils nous ont dit bien candidement, c'est que bon, il y a eu des débats assez animés au sein du Conseil. Le Conseil n'avait pas cette position-là l'année dernière, où enfin, dans un passé très récent, le Conseil n'avait pas cette position-là. Le Conseil a évolué vers la position du prix unique. Est-ce que qu'est-ce qui les a fait changer d'avis, d'après vous? Je pense, vous savez, et c'est la beauté d'une institution comme cette commission, de pouvoir permettre de réfléchir pour l'ensemble, non pas uniquement vous, mais pour l'ensemble de la collectivité, et de mélanger, de brasser les idées, mais aussi d'aller dans la mécanique des choses. Lorsqu'on présente cette idée du prix unique du livre, et qu'on s'en tient uniquement à cette phrase-là, il y a beaucoup de braquage. Parce que ça a l'air de l'État stalinien qui contrôle le marché. Alors que la situation c'est quand même pas mal plus simple que ça. Là. On demande simplement que tout le monde joue avec les mêmes règles du jeu pendant 9 mois sur les nouveaux livres parus. Point final. Comme vous le savez. Le braquage, vous comprenez, il est aussi en faveur du consommateur, parce que certaines personnes vont dire, bon, ben là, vous tenez pas compte du consommateur, vous tenez pas compte de sa capacité de payer, vous tenez pas compte du fait que les gens ont de moins en moins d'argent dans leur poche parce qu'ils sont de plus en plus taxés. Quand on entend aussi un argument qui va à l'encontre de cette prise de position-là, c'est de dire, il y a des consommateurs qui vont être perdants. Et aussi, des élus vont peut-être dire, moi, mes électeurs, ils achèteront pas ça. J'entends bien, et j'en ai pas du tout parlé dans ma présentation, mais j'en parle abondamment dans mon mémoire. Ces arguments sont réfutables de façon assez solide. D'une part, les expériences réelles, c'est-à-dire lorsqu'on compare toujours les mêmes grands exemples, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France, on constate que l'inflation du prix du livre a été moindre que l'inflation des biens de consommation en général en France qu'en Angleterre. C'est l'inverse en Angleterre. Le prix du livre, à partir du moment où on a arrêté de le réglementer, a augmenté plus rapidement que l'inflation, alors qu'en France, il a augmenté moins rapidement que l'inflation à partir du moment où on l'a réglementé. D'autre part, de nombreuses études empiriques, citées abondamment dans mon mémoire, démontrent que le prix n'est pas un facteur décisif d'achat pour le livre. Ça l'est de façon marginale. Le prix est un facteur décisif marginal lorsqu'on a décidé de faire un achat de livres. Un peu ce qu'on nous expliquait tantôt. Le dictionnaire, j'ai décidé de l'acheter. C'est bien sûr que je vais aller l'acheter 30% moins cher ailleurs. Mais la consommation à long terme de livres n'est pas motivée par le prix, mais par une meilleure lecture, par une meilleure connaissance de la littérature. Finalement, les dépenses des ménages au Québec, des ménages qui achètent des livres, donc uniquement de la moitié des ménages au Québec, est en moyenne de 124 $ par année. 124 $ par année, c'est 4 fois moins que les dépenses de communication pour le téléphone et l'Internet en moyenne par famille. C'est 4 fois moins. Je prétends que même s'il y avait un impact même marginal, même important, c'est-à-dire sur le prix en moyenne du livre à long terme, à court, moyen et long terme, l'effet sur la consommation serait à peu près nul, étant donné à la fois la faible part que ça occupe dans le panier de consommation des ménages et d'autre part par le fait que le prix n'est pas un déterminant d'achat substantiel pour le consommateur. Il pourrait y avoir un effet à court terme, c'est vrai, c'est-à-dire que du jour au lendemain, si tout le monde, on n'a plus ces fameux rabais de 25 ou 30% dans les grandes surfaces, il est possible qu'il y ait un petit recul, qui est donc une décision de non-achat pendant un certain temps de la part de certains consommateurs, mais à moyen et long terme, je prétends avec beaucoup d'autres auteurs spécialisés sur la question que cet effet-là s'estompe complètement et qu'on revient à la normale. Et je prétends aussi que le consommateur, qui est aussi un lecteur, sera beaucoup mieux servi par une diversité, une concurrence plus accrue sur le marché qu'une concentration inévitable si on laisse aller le marché librement.
Monsieur le député de Jacques-Cartier, Madame la députée d'Acadie, est-ce que c'est terminé pour vous? Parfait. Alors, dans la même logique, le gouvernement du Québec a fait fausse route il y a 30 ans, ou 20 ans, dans la décision de ne pas inclure la taxe de vente sur les livres. Parce que si le prix, c'est pas important, parce que moi, j'étais toujours fier du fait que le gouvernement de Robert Bourassa a décidé d'exempter le livre de taxe de vente. Mais selon votre logique, on va taxer des livres parce qu'il n'y a aucune incidence sur le consommateur et on va créer un programme pour soutenir les petites librairies qui peut être plus efficace que la mesure qui est proposée ici, qui demeure laborieux, pour dire le moins. Et moi, j'endosse la notion qu'il faut aider nos librairies. Les présentations qui ont été faites sont convaincantes, mais je demeure toujours... Je regarde votre tableau de nouveau comme ma collègue sur la page 8 et vos best-sellers, mais c'est difficile de dire est-ce que... Parce qu'il y avait un document, je ne me rappelle pas lequel, où le part de marché grandissant, c'est les chaînes comme une Renaud-Bré. Plutôt que Costco et Walmart. C'est plus facile de dire Walmart et Costco sont les gros méchants. Mais le part de marché, alors, dans le tableau qui est ici, qui tombe de 41 à 25% pour les top 5, probablement un certain pourcentage est allé à Renaud-Bré plutôt que les librairies indépendantes. Et est-ce qu'on veut empêcher Renaud-Bré? Est-ce que Renaud-Bré nuit à la lecture au Québec? Difficile à conclure ça. Alors, j'essaie de voir... Dans vos chiffres sont frappants, mais il y a un pourcentage qui est allé en ligne, j'imagine. Il y a un pourcentage des personnes qui achètent au niveau numérique. Il y a un pourcentage qui va acheter dans les chapters ou les Renaud-Bré, qui sont quand même les librairies agréées. Et il y a également une certaine partie qui est allée à Costco et Walmart. Alors, c'est difficile à partir de votre tableau. Et deuxièmement, parce que vous avez fait le plaidoirie pour l'écosystème, et Olivieri, qui vient de faire sa présentation, a dit aussi on peut avoir 1% de plus. Well, sur les ventes de 3 millions, c'est 30 000 $. Alors, avec 30 000 $ de plus, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux positionner une librairie, peu importe lequel, pour tous les changements, les mutations qui sont dans la vente des livres? La vente en ligne, je pense, est là pour rester. Et comment s'assurer qu'il y a une présence ou une vitrine pour les livres québécois à l'intérieur de cette mutation? Je pense que c'est ça la question. Et la mesure proposée ici, je pense, ne répond pas à cette question. Alors, avez-vous d'autres propositions à faire pour s'assurer qu'une présence en ligne, une présence sur l'Internet accrue pour augmenter les ventes? Parce que c'est ça qu'on veut faire, ultimement. Moi, je veux voir plus de livres vendus au Québec. Je pense que c'est ça l'objectif. Alors, comment... Et je trouve les mesures ici sont insuffisantes pour s'assurer qu'on a la possibilité de capter et profiter de ces nouvelles façons de vendre les livres au Québec. Il y a plusieurs éléments dans votre intervention. Je répondrai à votre tout premier clin d'œil, disons, sur la taxation des prix du livre. Vous avez tout à fait raison. Taxons les livres, c'est presque comme les cigarettes. Évidemment, moralement, politiquement, symboliquement, c'est une autre histoire pour lesquelles raisons je sais, pour lesquelles je m'y opposerais complètement. Cela étant dit, je pense que, d'une part, il y a deux éléments que je retiens là, dans votre question. Le premier, c'est, vous dites, bon, au-delà de la boutade de la taxation, là, aidons directement peut-être les librairies plutôt qu'imposer une réglementation sur le prix. Malgré que je sois étiqueté de gauche, je crois beaucoup au libre entrepreneuriat et surtout à l'innovation entrepreneuriale, particulièrement au Québec, et notamment des libraires. Je pense que si on leur permet de jouer à armes égales avec tous les joueurs, que tous les joueurs puissent jouer à armes égales, ils trouveront les solutions pour passer à travers ces mutations en question. Et que ce n'est pas une subvention directe qui permettrait, je pense, de stimuler de la meilleure façon cette créativité. D'autant plus que je ne pense pas effectivement que Renaud-Bré soit le gros méchant, que Costco soit le gros méchant. C'est pas les bons et les méchants ici. Je pense que Renaud-Bré a une stratégie qu'on connaît, a la force qu'on connaît, à laquelle les autres librairies, que ce soit les autres chaînes ou les librairies indépendantes, peuvent tout à fait faire face, si elles en ont les moyens. Et les moyens ne sont pas tellement d'ordre financier en termes d'énormité de dollars, de niveau de dollars dont vous parlez, le 30 000 $ ou 50 000 ou que sais-je.
Les librairies actuellement qui survivent littéralement par la peau des dents. Il leur en faut pas beaucoup plus pour s'assurer de survivre. Là, elles survivent en ne sachant pas si elles vont être là encore l'année prochaine. Il leur faut, en leur permettant de prendre une petite part du gâteau, une petite part de ce marché des best-sellers, c'est suffisant pour leur donner suffisamment d'air pour pouvoir être plus créatives et faire face, dans le cas de la librairie indépendante, à Renaud-Bré comme à l'Internet, à Renaud-Bré à Costco, je dis Renaud-Bré bien sûr comme chaîne générique en général, et donc de donner à l'ensemble du secteur, de ce que j'appelle l'écosystème, de se transformer le plus rapidement et donc d'avoir un peu d'oxygène et que les meilleurs gagnent là aussi. Il y aura toujours des librairies qui vont faire faillite parce que elles sont dirigées par de mauvais gestionnaires ou des gens qui ne sont pas visionnaires, comme dans tous les secteurs économiques. C'est la vie. Il faut être bon, il faut se distinguer, puis, comme on dit, la partie n'est pas simple. Cependant, je pense et je suis persuadé qu'étant donné l'expérience internationale, étant donné la simplicité surtout d'une telle réglementation, je veux dire, c'est très simple, il n'y a pas d'agrément à avoir, de formulaire à remplir, de comité d'évaluation. C'est une politique relativement simple en termes d'application. Je demeure persuadé que c'est la meilleure façon d'assurer la vitalité de l'innovation entrepreneuriale qui permet une meilleure concurrence, une meilleure diversité dans ce milieu. Et juste rapidement, un peu sur la page 9, votre constat, c'est pas mon expérience avec Amazon où vous avez dit que oui, ils ont les rabais pour les premiers 10 ou 20 titres, mais après ça, ils sont plus chers que dans les librairies. Moi, j'achète souvent sur Amazon, mais peut-être c'est différent en anglais, mais tous leurs livres sont toujours en rabais, de 20 à 30%, presque en tout temps. Alors, je conteste un petit peu votre affirmation que c'est plus élevé pour les livres 51 à 100. C'est pas de mon expérience, je trouve ça curieux. Votre respect, je me fierais davantage sur l'analyse statistique qui a été faite par un de mes confrères que sur votre impression. Peut-être que c'est un cas d'espèce. Il reste que c'est Amazon, comme la plupart de ces grandes plateformes généralistes sur Internet, pratique une politique du loss leader où on attire le consommateur par des prix très alléchants sur quelques titres et que l'ensemble des titres, des autres titres est à prix en général, sinon plus cher, au moins comparable à l'ensemble du marché. Et votre affirmation, c'est plus cher. Et je veux contester ça. Moi, je ne crois pas. Honnêtement, je vais lire l'étude, mais je vous invite à aller sur Amazon et c'est pas le cas. Je ne suis pas sur les grands méchants. Non, mais blague à part, vous irez lire l'étude est très sérieuse, très documentée et sur une longue période en plus. Il faut tenir compte de la longue période dans ce cas-là aussi. Merci. Nous allons maintenant vers le deuxième groupe d'opposition. Madame la députée de Montarville, c'est à vous la parole. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur Marcil. D'abord, je voudrais remercier mon collègue pour m'avoir devancé sur la question sur les taxes, parce que moi aussi, j'ai sursauté lorsqu'on dit que le prix n'est pas un facteur décisif dans la décision d'achat d'un livre. Je me dis, mais pourquoi, justement, ça être tant battu pour ne pas qu'il n'y ait de taxes sur les livres? Je vois là une contradiction. Cela dit, vous avez épuisé la question avec mon collègue. Donc, je vais me faire l'avocat du diable. Et je vais oser vous poser, là je dis bien, je me fais l'avocat du diable, là. Je vais oser vous poser une question que personne n'a osé poser ici encore depuis le début de cette commission. Se peut-il ou se pourrait-il qu'il y ait actuellement au Québec trop de librairies indépendantes pour la demande? C'est difficile de répondre à ça. Je vous dirais que la réponse économique simple est non, pour la raison suivante. Le nombre de librairies a diminué dans le temps, comme on le constate dans le tableau que j'ai présenté, alors que la lecture et les ventes, sauf ces dernières années, les 2-3 dernières années, qui sont un phénomène conjoncturel, quant à moi, depuis 2 ans, qui est une espèce de ressac de la crise, qui va reprendre, alors que les ventes, depuis 15 ans, ont augmenté. Donc, les ventes de livres, la lecture a augmenté et le nombre de librairies a diminué. Donc, ce qui me laisserait croire qu'il n'y a pas nécessairement trop de librairies dans le marché. Cela étant dit, je ne dis pas qu'il faut préserver toutes les librairies qui sont là actuellement. Là n'est pas mon point. Mon point, c'est que si on joue sur toutes les règles, si tout le monde joue avec les mêmes règles du jeu, ce sont ceux qui ont à rester qui resteront. S'il y a des librairies qui ont à fermer pour d'autres raisons, c'est-à-dire pas des raisons de rentabilité causées par une concurrence déloyale,
ce que j'appelle une concurrence déloyale. Donc, si ces librairies, en jouant d'égal à égal avec les grandes surfaces, avec tout l'ensemble des vendeurs de livres dans la province, ne réussissent pas à survivre, elles n'ont qu'à ne pas survivre. Mon objectif ici n'est pas de préserver les 308 librairies du Québec, loin de là. Ce que je prétends, c'est que on va donner les meilleures armes à ces librairies-là, qui ne sont, encore une fois, pas que des commerçants, pour pouvoir se développer et s'assurer d'avoir tous les outils en main pour se développer dans leur communauté. Si elles ne réussissent pas à le faire de façon rentable économiquement, mais aussi en tant qu'acteurs culturels dans leur communauté, elles fermeront. Prenons l'hypothèse qu'une loi existe, qu'une loi est adoptée comme l'industrie le souhaite. Selon vous, avec le temps, puisque c'est du temps qu'on gagne pour s'adapter, au bout du compte, combien devront tout de même fermer? Avez-vous une idée? Ou combien pourrions-nous sauver de ces librairies? J'en ai aucune idée. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je pense qu'il faudrait être très, très, très malin ou très, très dogmatique, ou pas dogmatique, mais, idéologue pour pouvoir prétendre avoir un tel chiffre. Nous savons, en étudiant l'industrie, qu'il y a on identifie, la SODEC d'ailleurs l'a fait, la SODEC a identifié certaines librairies qui sont à risque, qui sont plus fragiles que d'autres. Étant donné qu'on est dans une période économique tellement incertaine, étant donné que prédire l'avenir est la chose la plus difficile à faire, malgré que tous mes confrères le font jour après jour, j'aurais bien du mal à pouvoir prévoir, pas prévoir, mais imaginer un tel chiffre. Merci beaucoup, M. Marcil. Merci beaucoup, M. Marcil. Ça me fait plaisir. Nous allons suspendre quelques instants pour permettre au prochain intervenant de prendre place.